Alors, juste avant de reprendre le fil chronologique de l'évolution de la cryptographie dans l'histoire, je vais m'attarder un instant sur le livre de Cornelius Agrippa, soit Henri Corneille Agrippa Denetesheim, de son nom complet, parce qu'en fait, il expose certains éléments qui sont vraiment très intéressants à étudier. Et c'est pour ça que je vais un peu m'attarder dessus. La page que vous voyez sur l'écran actuellement est intégrée dans le 74e et dernier chapitre de son livre 1, sachant que là on est déjà à la page 207 comme vous pouvez voir. Et je vais vous lire un passage suivi d'un tableau et vous allez comprendre pourquoi ça c'est important, parce qu'on va retrouver ce schéma chez Blaise de Vigenère et chez Giambattista della Porta, qui sont deux autres cryptographes qui lui ont succédé un peu plus tard. Giambattista della Porta 1563 et Blaise de Vigenère 1586. Il établit notamment une correspondance entre les lettres mères, les lettres doubles et les lettres simples de l'alphabet hébreu tel que ça a été exposé dans le Sefer Yetzira, le livre majeur de la Kabbale et le plus ancien apparemment d'après les sources historiques. Et là, par contre, ce qui m'a particulièrement surpris et étonné, c'est qu'il n'a pas conservé le même ordre des lettres mères, des lettres doubles et des lettres simples, ce qui va notamment à l'encontre du schéma qu'a proposé Blaise de Vigenère plus tard, qui lui a repris exactement les mêmes éléments tels qu'ils étaient écrits dans le Sefer Yetzirah. Donc je vais vous lire ce qui est écrit dans cette page à partir du mot et en haut de la page. Et il y a quelques langues premières et originaires. Il est constant que c'est l'hébraïque, dont d'abord qu'on sait bien à fond et radicalement l'ordre, et qu'on veut en tourner les lettres avec proportion. On trouve le moyen et la règle d'apprendre ou d'inventer parfaitement toutes sortes de langues. J'en profite aussi pour dire que ce texte-là, c'est la traduction française du livre qui à l'origine a été rédigé en latin et qui fut donc traduit en 1727 pour être rangé parmi les documents de la BNF. Moi, je suis allé le récupérer parmi les archives de la BNF. Il y a donc 22 lettres qui sont le fondement du monde et de toutes les créatures qu'il contient, et qui sont nommées en lui. Tout ce qui a été dit et créé en vient, et tout prend son nom et sa vertu en leur révolution. C'est vraiment important ce qu'il explique ici, et c'est aussi ce qui est exposé dans le Sefer Yetzirah, que pour les Hébreux, les lettres sont même à l'origine de la création. Ça fait partie des premières choses qui ont émané de la parole divine, de ce qu'on appelle le logos chez les Grecs. Il faut donc, pour les trouver, examiner si bien toutes les combinaisons de ces lettres, que la voix de Dieu paroisse et se fasse entendre, et que l'on découvre le texte des Saintes Écritures. C'est ce qui rend efficaces les voix et les paroles dans les opérations magiques, parce que la première chose en quoi la nature exerce la magie, c'est la voix de Dieu. Je m'arrête à nouveau ici. Ce qu'il est important à savoir, si jamais vous connaissez pas très bien la magie, c'est que la plupart des fois, quand il y a des invocations qui sont réalisées, les sorciers ou les sorcières qui sont à l'origine de ça prononcent les textes en hébreu, puisque la langue hébraïque aurait une certaine résonance et une vibration en lien avec la parole divine créatrice. Ce qui veut dire que, à travers la prononciation, on est capable d'implémenter, de mettre en place un événement dans la matière, de faire apparaître devant les yeux d'une personne ce qui était auparavant invisible. Et c'est pour ça qu'on a des légendes liées à des créatures, soit positives, soit négatives, parce que on sait, hein, la magie, c'est double. Tout dépend de la personne qui est derrière tout ça. De la magie blanche pour aider ou de la magie noire pour détruire ou pour pervertir. Mais en tout cas, voilà, ça c'est quelque chose d'important que je voulais vous partager, c'est que l'hébreu apparemment a vraiment cette résonance. Le fait de prononcer les lettres hébreux telles qu'elles ont été transmises par Abraham aurait des pouvoirs qui dépassent des pouvoirs qui dépassent ceux de l'alphabet latin. Ce qui fait que nous, bah, si on venait à établir les mêmes types d'invocations avec des phrases d'introduction et des phrases de clôture, eh ben, ça fonctionnerait pas de la même façon avec beaucoup moins de puissance et l'invocation pourrait tout simplement ne pas s'accomplir. Donc voilà, je reprends. Je vais reprendre une phrase plus haut pour que vous puissiez bien vous rappeler ce que j'expliquais avant.
C'est ce qui rend efficaces les voix et les paroles dans les opérations magiques, parce que la première chose en quoi la nature exerce la magie, c'est la voix de Dieu. Donc les lettres sont la voix de Dieu. Mais ceci est d'une spéculation trop profonde pour qu'on en puisse parler dans ce livre. Revenons à la division des lettres. Il y en a trois mères chez les Hébreux, à savoir Yod, Resh et Aleph. En l'occurrence, je suis capable de les lire parce que je fais de l'hébreu moi aussi. Mais dans le Sefer Yetzira, ce n'est pas ces trois lettres-là. Alors le Aleph, il y est bien, mais ensuite, c'est la lettre Mem pour l'élément eau et la lettre Shin pour l'élément feu. Sachant que la lettre Aleph a une double signification, puisqu'elle correspond à la fois à l'élément air et à l'esprit régissant le monde. Ensuite, sept lettres doubles, à savoir Tav, Gimel, Dalet, P ou Fe, comme c'est une lettre double, Bet ou Vet, Tsadi, Kaf ou Chaf. Et les autres 12 sont des lettres simples, à savoir le Zayin, le Mem, le Lamed, le Tet, le Chet, le Vav. Ah, ici, on a une autre lettre qui ressemble au Tav, parce qu'il y a une autre lettre qui ressemble au He, Shin, Kof. Là, j'ai du mal à voir. Aïn, Mem et Nun, qui sont simples. C'est la même chose chez les Chaldéens, à l'imitation desquels les lettres des autres langues sont distribuées aux signes, aux planètes et aux éléments suivant leur ordre. Voilà, ça c'est aussi une chose importante. Les Chaldéens accordaient une importance d'associer les lettres aux astres, et notamment les glyphes qui y correspondent. Les glyphes, ce sont des signes ou des symboles. Car chez les Grecs, alpha, epsilon, eta, iota, omicron, upsilon et oméga répondent aux sept planètes, tandis que bêta, gamma, delta, zeta, kappa, lambda, mu, nu, pi, rho, sigma et tau sont attribués aux 12 signes du zodiaque. Donc ici, on retrouve exactement la même répartition que dans le Sefer Yetzira, mais avec l'alphabet grec. Ce qui prouve que les Grecs ont quand même bien récupéré de la langue hébraïque et qu'ils se sont inspirés du système de la Kabbale. Puisque dans le Sefer Yetzira, il expliquait que ces 12 lettres simples sont aussi associées au signe du zodiaque. Bon, là, c'est pas les mêmes que lui, il affiche, Agrippa, mais il y a aussi ce même principe de 3 lettres mères, 7 lettres doubles et 12 lettres simples, auxquelles il crée des analogies. Et ça, c'est dans son second livre qui rassemble tout. Les autres 5 lettres, à savoir θ, xi, phi, chi et psi, représentent les 4 éléments et l'esprit du monde. Mais chez les latins, on signifie ces mêmes choses, mais d'un autre ordre, car les 5 voyelles A, E, I, O, U et le J, qui à l'époque était un double du I, et le V, un double du U, qui sont l'équivalent consonne de ces lettres, sont attribuées aux 7 planètes. Et les consonnes B, C, D, F, G, L, M, N, P, R, S, T président aux 12 signes. Donc, que ce soit chez les Hébreux, chez les Grecs ou même dans l'alphabet latin, on retrouve exactement le même schéma qui se répète. Les autres, à savoir le K, le Q, le X et le Z, sont les 4 éléments. Donc, il y a le rapprochement entre les signes du zodiaque, leurs planètes et les éléments. Le θ qui est aspiré représente l'esprit du monde, enfin plutôt le H. Et le Y, parce qu'il est grec et non latin, effectivement, on l'entend dans son nom, et qu'il ne sert qu'au mot grec, suit la nature de sa langue. Mais il faut savoir que les savants ont éprouvé que les lettres des Hébreux sont les plus efficaces et qu'elles signifient le plus. Voilà, donc je reviens sur ce que j'ai dit au départ, que les lettres hébreux ont un pouvoir qui dépasse le simple stade de la prononciation. Il y a carrément une sorte de formule magique qui émane d'elles. Parce qu'elles sont en rapport avec les corps célestes et qu'avec le monde et avec le monde, et que les lettres des autres langues ne sont pas si efficaces parce qu'elles en sont plus éloignées. Voilà, on en revient à ça. Donc, en plus d'être en lien avec la parole divine, il y a un lien avec l'astronomie, les corps célestes. Or, apparemment, même dans les invocations, on a besoin de s'aider du mouvement des astres, donc ce qu'on appelle l'astrologie. Et que vous y croyez ou pas, c'est un système auquel croyaient fermement les plus grands empereurs du XVIe et du XVIIe siècle. Puisque, pour rappel, ce livre a été rédigé à l'attention de Charles Quint ou Charles V, Charles de Habsbourg, grand ennemi de François Ier et qui a été ni plus ni moins rien que le dernier empereur à être couronné par le pape. Donc c'est pas n'importe qui. Et Henri Corneille Agrippa, lui, c'était le conseiller et l'historiographe de Charles Quint.
Donc là, on ne parle pas d'un gars lambda comme vous et moi, on parle d'une personne qui est en relation avec les élites, avec les plus grands dirigeants euh, du XVIe siècle. La table suivante explique leur arrangement et leur disposition. Donc là, ça va être la page d'après. Toutes les lettres qui ont aussi des doubles nombres de leur ordre, savoir des nombres étendus qui expriment simplement la qualité des lettres suivant leur ordre. Donc vous allez aussi avoir une correspondance avec des nombres et des nombres composés qui rassemblent en eux les nombres des lettres qui précèdent et des nombres intégrants qui résultent des noms des lettres suivant leurs différentes manières de compter. Donc là, ça relève de la gematria, une autre technique de la Kabbale. Dès qu'on connaîtra la force de ces nombres, on pourra voir qu'il y a des mystères merveilleux dans chaque langue par ces lettres et en tirer des devinations des choses futures et des choses passées. Il y a encore d'autres conjonctions mystérieuses des lettres, mais nous remettrons à parler suffisamment de toutes ces choses dans les livres suivants, voulant finir celui-ci. Et là, pareil, je vais insister absolument parce que moi, c'est effectivement ce que j'ai pu constater de mon côté, qu'il y a des choses dissimulées au sein des nombres et des lettres. C'est ce qu'avait soupçonné Agrippa à son époque. Et voici le tableau dans lequel il fait correspondre donc les 12 signes du zodiaque jusqu'au poisson ici, les planètes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, il y en a bien 7. J'avais dit 5, mais en fait, c'est 7, avec Saturne et donc la Lune, parce qu'en astrologie, la Lune est considérée comme une planète, tout comme le Soleil, alors que c'est une étoile. Et donc, les 4 éléments avec l'esprit qui insuffle la création. Et le fait de notamment associer les voyelles aux planètes a été repris plus tard par Blaise de Vigenère, si je ne me trompe pas. Et ils ont même ajouté le J qui disent consonne. Ils précisent parce que normalement c'est un double du I, tout comme le V qui est un double du U, qui est consonne pour la Lune et pour Mercure. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. C'est pas grand-chose, mais c'est vraiment très important, croyez-moi, parce que ce que j'ai découvert de mon côté met vraiment ça en valeur. Mémorisez ce tableau-là, puisque vous allez le retrouver en partie dans mon livre. Enfin, c'est pas exactement le même tableau, mais il y a un truc qui est un peu similaire à ça. Notamment que la troisième colonne ici, je sais pas vraiment à quoi ça correspond. C'est peut-être l'alphabet samaritain, mais je suis pas sûr. Mais cette correspondance entre l'hébreu, le grec, l'alphabet latin, les signes du zodiaque, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer de mon côté. Donc voilà. Entre-temps, en 1553, quand je dis entre-temps, c'est entre le moment de la publication de Polygraphie en 1518 et sa traduction française par Gabriel de Coulanges en 1561, un mathématicien italien du nom de Girolamo Cardano se fait connaître en 1550 à travers un système qui se fit connaître plus tard sous le nom de grille de Cardan et qui est vraiment très intéressant, qui m'a beaucoup intrigué, dont la méthode est assez simple à mettre en pratique et en plus qui permet un codage difficilement lisible. Ce qui veut dire que une personne qui recevrait une lettre, il y a une chance sur 1 million qu'elle soit capable de deviner qu'un message est dissimulé dedans, quoi. Et pour ça, il faut quand même faire preuve d'une certaine créativité. Et ça fait partie du deuxième atelier pratique que je vous ai préparé. Mais avant ça, je vais vous expliquer la théorie derrière, en quoi tout cela consiste. En fait, l'ingéniosité de son système, c'est qu'il s'est servi de certains objets pour incorporer des lettres qui, une fois rassemblées, reconstituent le message. Mais ces lettres peuvent être dispersées. Pour cela, il faut prendre une feuille. À l'époque, c'était une feuille assez épaisse de parchemin ou une feuille de métal dans laquelle, en fait, on vient percer des petits rectangles, des encarts, à l'intérieur desquels on inscrit des lettres, des syllabes, voire même des mots. Et en fait, les lettres, les syllabes ou les mots qui sont reformés dans ces encarts, une fois qu'on les met bout à bout, eh ben, ça permet de reconstituer le message. Ce procédé était notamment très couramment employé lorsqu'il y avait des échanges par lettres, puis des correspondances échangées des lettres. Puisque là, on est bien sûr bien avant l'ère du numérique. L'objectif étant que
le message puisse rester confidentiel, même s'il venait à ne pas arriver à la bonne destination. Que le postier se trompe de destinataire et que ça ne lui était pas destiné à l'origine. Voire même qu'ils sont interceptés par quelqu'un d'autre, alors que la personne qui a produit le message ne souhaitait pas qu'il arrive dans ses mains. Voilà, maintenant on va passer à la partie pratique, où je vais vous montrer concrètement à quoi ressemble une grille de cardan. On va maintenant passer au deuxième exercice pratique, qui va être de reproduire une grille de cardan. Alors, pour cela, il faut que vous ayez le matériel suivant à votre disposition. Des feuilles A4 vierges, quadrillées c'est mieux, mais si ce sont des feuilles blanches, c'est pas grave. Un crayon qui va vous servir à tracer les rectangles dans lesquels vous allez écrire vos lettres. Ces lettres seront écrites au stylo, comme si vous écriviez un vrai message pour un correspondant qui vous est proche. Une règle pour tracer proprement vos rectangles. Et une gomme au cas où, si vous en avez besoin et que vous les traciez mal. Ça, c'est pour le matériel principal que normalement vous devez tous avoir à votre disposition. Après, le reste, c'est variable. Devant moi, j'ai une planche qui va me servir de support pour inciser la feuille, pour créer les rectangles dont on va avoir besoin pour le superposer sur notre support d'écriture. Et également un cutter qui, lui, justement, va permettre de découper la feuille en petits rectangles. Et le mieux, c'est d'avoir un support en dessous pour éviter de rayer la table si vous faites ça sur une table. En l'occurrence, moi, j'ai déjà tout préparé, donc je ne vais pas avoir besoin de tout recommencer depuis le début, puisque ça prend quand même un certain temps. Alors ici, sur cette feuille, j'ai d'abord inscrit le message que je souhaite encoder entre guillemets. Donc le message est le suivant. Je suis arrivé en France, viens me chercher à la gare de Lyon à 15h32. On réduit tout en minuscules. Et ensuite, il faut faire en sorte que les lettres soient vraiment collées le plus possible sur les rebords du rectangle. Pourquoi ? Puisqu'en fait, si ces deux lettres qui sont ici s'intègrent dans un mot, ce qui est sûrement le cas, puisqu'il n'y a pas de déterminant ou de pronom qui commence par lui, et les lettres qui se trouvent avant ou après pourraient déborder. Ce qui fait que la personne qui reçoit le message et qui a elle-même une autre feuille A4 à sa disposition pour déchiffrer le message, pourrait ne pas correctement comprendre ce qui est indiqué, puisque justement le résultat débordera. Voici un exemple de comment ça peut s'organiser sur une feuille. Donc là, il faut partir du principe que c'est exactement comme si vous envoyez une lettre, et donc que ça doit tenir sur les lignes. Bon, à cette époque, il faut s'imaginer qu'ils avaient que des feuilles blanches. Ici, on a des feuilles quadrillées, donc c'est plus simple pour se repérer et pour tracer nos rectangles. Autre chose importante, essayez de faire en sorte à ce que vos rectangles fassent la même taille. Vous les agrandirez uniquement si nécessaire lorsque par exemple vous avez des L, des H ou des F qui débordent en longueur, où là ce sera obligé pour vous de l'agrandir. Mais sinon, le mieux c'est de faire en sorte à ce que vos rectangles fassent la même taille. Là ici je les fais déborder vers le bas parce que le F est plus grand, et sinon ils font tous à peu près les mêmes dimensions. Pareil ici avec le G qui descend en bas, ou le Y ici. Une fois que ceci est réalisé, ça ce n'est qu'un exemple, vous pouvez faire différemment. On va reproduire le schéma sur une feuille vierge. Et là, bien sûr, il faut bien que vous observiez où vous avez disposé vos petits rectangles. Ensuite, vous tracez tout. Hop, essayez d'être le plus propre possible quand vous faites vos carrés. Voilà, par exemple, là j'ai le premier carré du jeu, je retirerai ce qui dépasse sur le côté après. Ensuite, vous comptez le nombre de cases qui séparent de la lettre suivante. Là, par exemple, on a 1, 2, 3, 4 cases. 4, même 5 si on prend le ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On sait que notre prochain rectangle va être tracé à cet endroit. Donc ici, pareil, on essaye de suivre les mêmes dimensions. Hop, on y va doucement. Là, comme c'est qu'une seule lettre, donc on a un petit rectangle. Hop.
Et donc ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà, une fois que vous avez terminé la première étape, normalement votre feuille doit ressembler à ça. Maintenant nous allons passer à l'étape suivante. Alors, maintenant qu'on a terminé avec la première étape, on va passer à la deuxième, qui va consister à générer notre grille. Pour cela, il va vous falloir de votre support, puisqu'on va utiliser le cutter. Après, si vous avez d'autres objets à disposition, un peu du même style qu'un cutter pour entailler la feuille et créer la grille, ça peut bien fonctionner, mais moi c'est ce que j'ai trouvé de plus pratique. Et ensuite, donc vous venez découper les petits rectangles en appuyant bien. Faisons attention de ne pas dépasser. Hop. Hop. Vous faites chaque côté comme ça. Vous allez voir après, ça va se défaire tout seul. Donc là par exemple, on a notre premier rectangle. Hop. Vous pouvez mettre ça sur le côté en attendant. Et on reproduit exactement le même schéma pour les autres cases. Des fois, ça peut vous arriver de dépasser un peu, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est de ne pas aller trop loin. Hop, voilà, on a notre deuxième rectangle, ainsi formé.
Voilà donc le résultat que vous devriez obtenir si vous y êtes bien pris pour tracer vos rectangles et les couper. Ensuite, une fois que vous avez réalisé ça, vous allez pouvoir inscrire votre texte sur une feuille vierge qui sert de support. Donc moi, en l'occurrence, ici, j'ai déjà mon modèle, donc je sais exactement ce que je vais écrire. Il faut que ce soit bien aligné pour que vous puissiez vous y retrouver. Ça, on peut s'en débarrasser. Voilà, là, c'est pas mal. Et l'objectif, c'est de faire en sorte à ce que vos mots touchent chaque côté. Parce que comme je l'ai dit, si c'est compris dans une phrase, les lettres sont vraiment proches les unes des autres. Donc il faut vraiment qu'il n'y ait aucune place de laisser pour les autres lettres. À part si ce mot est détaché. Donc là, par exemple, je peux laisser un peu de place. Parce que je sais que le mot d'à côté, je pourrais l'écrire un peu plus loin. Et là, par exemple, pour la deuxième lettre, qui est le S, il faut absolument qu'elle rentre bien dans le rectangle, voilà, du début jusqu'à la fin. Parce qu'elle sera comprise dans un mot. J'ai déjà recopié le texte, je sais exactement à quoi il va ressembler à la fin. Ensuite, le 8, pareil, les deux boucles doivent coller de chaque côté de l'encart. Hop. Le A. On passe à la suite. Donc là, on a les deux R. Le I. Le V. Bon, là, par exemple, je ne suis pas allé complètement au bout, donc il faudra que je laisse un peu d'espace entre les deux lettres, ce qui va être assez léger. Hop. Ensuite, FR. Donc ici, c'est une case plus grande parce que il faut que j'écrive une lettre qui descend un peu plus bas. Ensuite, AN. Et CE. Comme vous pouvez le voir, j'alterne entre des mots complets, une seule lettre ou deux lettres. Je fais souvent ça. Et à la fin même, il y aura 3 lettres. Comme vous voyez ici, je suis vraiment parfaitement bien superposé entre les deux feuilles. La ligne qui est un peu plus épaisse ici se prolonge dans la feuille qui est en dessous. Le mieux, c'est d'avoir une feuille calque, un papier calque. Si vous en avez un à votre disposition, c'est encore mieux. Moi, en l'occurrence, comme j'en ai pas là, donc je vous le montre sans. Une fois que vous avez terminé d'écrire votre texte, voilà ce que vous obtenez. Et là, c'est la partie imaginative qui doit faire jouer de votre côté. En l'occurrence, là, je vais un peu me faciliter la tâche. Je vais vous montrer un texte que j'ai rédigé. Donc là, c'est typiquement de la stéganographie. C'est-à-dire que là, avec le texte encodé, j'ai pu reproduire une phrase qui peut sembler à peu près logique, avec du vocabulaire qui correspond, mais qui en réalité est codé. Et là, justement, en se servant de notre calque, j'en ai un autre ici qui va être un peu plus simple à utiliser, et que je superpose. Alors je vais quand même me prendre celui-ci comme exemple. On peut couper la feuille comme ça pour que ce soit plus simple.
Après, il faut s'imaginer qu'à cette époque, pour que le correspondant ait une grille similaire, il fallait qu'il l'envoie dans deux courriers différents parce que c'était dans le même, que c'était intercepté par quelqu'un. Tout de suite, le texte pouvait être déchiffré. Donc, pour ça, il fallait qu'ils agissent prudemment. Ici, le texte n'est pas complet, hein. Comme vous avez vu, il y a une partie que j'ai pas réussi à bien reproduire. Mais là, une fois que je le superpose ici, et ben, on reconstitue parfaitement le message. Je suis arrivé en France, viens me chercher à la gare de Lyon à 15h32. Alors que quand on retire, eh ben, c'est autre chose. Voilà pour ce deuxième exercice pratique. J'espère que vous aurez apprécié. Un peu plus tard, en 1553, donc on est seulement 3 ans après, un Italien du nom de Giovan Battista Belazzo se fait connaître par l'invention d'un nouveau procédé stéganographique qu'il expose dans un traité très court de quelques pages que j'ai pu regarder de mon côté, appelé La Chiffra, c'est-à-dire le chiffre, où en fait il expose une manière de créer un message codé à partir de deux clés d'encodage. Et pour ça, en fait, ce pourquoi il a été intelligent, c'est qu'au lieu de s'occuper d'un mot, il s'est occupé d'une phrase. Il superpose deux phrases et à partir des résultats obtenus, il peut créer un nouveau système. Bon, c'est assez complexe à expliquer, mais en tout cas, il l'a développé un peu plus dans deux livres. L'un qui est sorti en 1555 et l'autre en 1564. Leur nom est assez long et complexe, donc je vais vous les afficher à l'écran pour que vous puissiez savoir de quel livre il en retourne et que vous puissiez les consulter de votre côté. Alors maintenant, je vais vous parler du court traité de cryptographie rédigé par Giovan Battista Belazzo en 1553, qui s'intitule La Cifra, c'est-à-dire le chiffre. Ce traité a été rédigé en italien, puisque lui-même est italien. On sait très peu de choses sur cet homme, mis à part qu'il est apparemment agrégé de droit. Et mis à part ça, il n'a aucun antécédent dans le milieu de la littérature ou dans le travail de rédaction cryptographique. Donc c'est véritablement son premier travail publié. Et ce livre eut vraiment une importance assez significative parce que il fut repris par plusieurs autres cryptographes par la suite, dont Blaise de Vigenère, dont je parlerai un peu plus tard. Ce traité a été rédigé à l'attention de Girolamo Ruschelli, un polygraphe italien assez connu du XVIe siècle. Alors après l'introduction, il explique et il expose véritablement en quoi consiste son système, qui diffère un peu, même très largement de Alberti, qui, comme je l'avais expliqué, à travers son cadran, a été le premier à instaurer un système de chiffrement par substitution polyalphabétique. C'est-à-dire une lettre peut être associée à plusieurs lettres, plusieurs chiffres, plusieurs symboles, ou une lettre, un chiffre, un nombre, un symbole, une lettre, un symbole. Enfin bref, c'est très variable. Ici, son système repose sur l'exemple suivant, ou le modèle suivant. Il s'est en fait appuyé sur une phrase. Je vais un peu grossir pour que vous puissiez mieux voir. En fait, il a pris comme modèle l'armata turquesca partira a 5 di luglio, c'est-à-dire l'armée turque partira le 5 juillet, pour y apposer une autre phrase, virtuti omnia parentu. Et en fait, euh, la phrase l'armata turquesca, donc le message à encoder, c'est donc le texte brut. La phrase qui sert à encoder le message, c'est ce qu'il appelle le contresigne ou le mot de passe. Et en fait, en superposant les deux, il les assemble dans une sorte de tableau que je vais vous montrer juste après, qui est ici, servant à ranger chaque lettre dans des sortes de lignes correspondant aux lettres de l'alphabet. Donc à chaque fois, c'est par deux.
Les lettres majuscules correspondent au mot de passe, c'est-à-dire que si, là dans l'exemple qu'on a vu, c'est Virtutis, donc il faut aller chercher la lettre U majuscule. La lettre U majuscule est là. Ensuite, il faut aller chercher la lettre du texte à encoder, à savoir l'Armata Turquesca. Et ici, la première lettre du texte brut, c'est le L. Et tout ce qu'il faut faire, de façon assez simple, c'est prendre la lettre qui est située en dessous. Si la lettre est en dessous, il faut aller prendre celle qui est au-dessus. Donc ici, pour l'Armata Turquesca, on va avoir le L qui est substitué au S. Pour rappel, le S en moyen français, c'est une sorte de F. Enfin, en tout cas, les deux se ressemblent. On peut le voir ici. On a le F et le S. Ensuite, donc pour notre mot de passe, après le U, c'est le I. Donc il faut aller chercher dans la colonne des I, sachant que l'Armata, c'est un A qui suit, donc la lettre qui va suivre dans le codage, c'est le Y. Donc les deux premières lettres du code, ce sont S et Y. Et pour ça, on va pouvoir aller vérifier. Ici, hop, on a S et Y. Ensuite, troisième lettre du code, c'est un R. L'Armata, donc c'est un R aussi. Il suffit tout simplement d'aller chercher dans la ligne du R, qui est ici, et prendre la lettre qui lui correspond, à savoir le B. Et là, sans grande surprise, boum, on retrouve le B dans la suite du message. Voilà en quoi consiste globalement le système de chiffrage exposé par Giovan Battista Belazzo. Voilà, sachant que son système fut repris plus tard par un autre cryptographe italien du nom de Giambattista della Porta, qui lui sortit un ouvrage en 1563 du nom de De Furtivis Literarum Notis, voulant dire sur les symboles secrets des lettres, dans lequel il fait apparaître pour la première fois ce qu'on appelle le chiffre de Wigner, mais sous une forme différente de ce qui sera donné dans le livre du français. Son travail est en grande partie inspiré des polygraphes arabes qui, au Moyen Âge, ont rédigé une certaine quantité d'ouvrages en rapport à des sets mathématiques assez complexes, qui fut ensuite décliné sous forme de messages codés dont n'importe qui pourrait se servir pour inventer son propre système de codage, si vous voulez. Alors le point le plus important probablement de cette vidéo, le moment qui est sûrement le plus important à retenir pour vous, c'est la sortie en 1586 du livre Traité des nombres et secrète manière d'écrire de Blaise de Vigenère, puisque ce livre est une mine d'informations mais absolument extraordinaire, dont très peu de personnes ont connaissance, mais pourtant la quantité d'informations sur le codage que j'ai pu retirer, il est incomparable. Franchement, c'est le meilleur livre que je puisse vous conseiller sur le chiffrage. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur, donc Blaise de Vigenère, qui est français, a étudié tous les livres de cryptographie qui avaient été sortis auparavant à son époque, à savoir la Polygraphia de Johannes Rithemius, le De Occulta Philosophia de Cornelius Agrippa, les travaux de Giovan Battista Belazzo, de Giambattista della Porta, et même en s'appuyant sur la Kabbale hébraïque et ses différentes méthodes de déchiffrage. Donc il avait vraiment tous les outils à disposition pour créer les meilleurs systèmes de codage qui puissent exister. Et en l'occurrence, j'ai pas été déçu, puisque dans son livre, je pense que je peux compter au moins 50 systèmes différents, quoi. Je peux pas tous vous les citer, mais j'ai fait beaucoup de captures vidéo sur mon ordinateur que je vais vous commenter et qui vous permettront vraiment de visualiser et de bien comprendre quels ont été les systèmes qu'il a mis en place et qui sont vraiment hyper ingénieux, quoi. Et je me dis qu'au XVIe siècle, sachant que c'était un peu un âge d'or de l'architecture et qu'il y a beaucoup de symboles et de sculptures qui sont un peu complexes, j'en reviens au travail de Didier Coillac, qui étudiait ça en profondeur, qui lui pense qu'il y a un codage dans l'architecture, ce que moi je pense être au sein du langage. Et je soutiens totalement son travail, je suis absolument d'accord
allez, je dirais une grande majorité de ces informations, même s'il y a certaines choses que je trouve un peu controversées ou un peu tirées par les cheveux, si on veut. Je dis ça avec bienveillance, hein, je dis pas ça avec méchanceté. C'est vraiment un travail que je recommande. Il a une chaîne YouTube qui parle de ça. Il a même sorti un livre sur le codage dans l'architecture. Donc oui, c'est vraiment une personne qui est à suivre et avec qui on peut apprendre plein de choses intéressantes, ce qui se fait rare sur YouTube ces derniers temps, je dois bien dire. J'ai du mal à trouver beaucoup de travail de très bonne qualité. Ou alors c'est du redit, c'est des choses qu'on connaît déjà et on n'apprend rien de nouveau, quoi. La répétition. Et moi, c'est aussi vraiment ce que je souhaite que vous compreniez, c'est que chaque vidéo est originale et inédite. Je m'inspire de personne d'autre. C'est-à-dire que pour préparer cette vidéo, je suis même pas allé consulter sur internet, voir s'il y a déjà eu des vidéos sur la cryptographie qui ont été faites. J'en sais absolument rien. Ça doit sûrement être le cas. Mais moi, en l'occurrence, je vais surtout me concentrer sur la cryptographie telle qu'elle a pu être envisagée, telle qu'elle a pu être conceptualisée à la Renaissance et en Antiquité. La cryptographie moderne m'intéresse moins. Et c'est donc aussi dans cet ouvrage qu'est apparu et développé pour la première fois le chiffre de Wigner, dont je vais vous parler en plus ample détail dans un extrait vidéo que je vous ai préparé. Je vais maintenant vous présenter probablement le travail de cryptographie et de stéganographie le plus intéressant sur lequel j'ai pu tomber au cours de mes recherches, à savoir le traité des chiffres ou secrète manière d'écrire de Blaise de Wigner. Et en plus, c'est un travail d'un Français, donc ça c'est cool. Son ouvrage est donc sorti en 1586, tel qu'il peut être indiqué ici en rouge. Le D correspondant à 500, le M au départ à 1000, 1500, le L 50, le X qui vaut 10, donc 50, 60, 70, 80, le V 5 et le 1 6, donc 1586. Avec privilège du roi, donc encore un texte qui a été destiné à la royauté, ou en tout cas aux classes dirigeantes de cette époque. Ce livre recèle énormément d'images et beaucoup de systèmes cryptographiques commentés qui ont été vraiment très intéressants pour moi à étudier. Il faut juste que je retrouve les bons exemples. Bon, ici, le scan du livre a été fait un peu différemment des autres. De manière générale, souvent on voit la pliure du livre. Ici, on est plutôt sur les côtés. Donc c'est un peu moins joli à voir, mais normalement on peut quand même tourner les pages comme si c'était un véritable livre. Et le présenter de cette manière-là, je trouve ça vraiment bien. En tout cas, c'est agréable pour la lecture. Alors, premier tableau intéressant qui se trouve à droite, qui est une reproduction en fait du système de Giovan Battista Belazzo, puisqu'en fait, ce qui est très bien, c'est qu'il a repris tout le travail de ses prédécesseurs dans la cryptographie, il les a synthétisés et il en a créé ses propres systèmes qui sont vraiment hyper nombreux. Dans la première partie, il fait surtout récapituler et ensuite, il expose ses propres inventions. À droite, on trouve une ébauche de ce qu'on appelle le chiffre de Wigner, qui lui-même garde des traces antérieures à travers l'ouvrage Polygraphia de Johannes Trithemius. On retrouve à peu près certaines similarités, notamment l'alphabet qui est décalé petit à petit. Je vais zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Comme vous pouvez le voir ici, à la gauche, on a des lettres et aussi au-dessus. Et à l'intérieur, on a l'alphabet qui suit dans l'ordre. À chaque fois, il y a un décalage et la lettre qui est poussée vers la sortie en quelque sorte devient déportée vers la droite. C'est exactement la même chose qu'on a vu dans le livre de Trithemius, à l'exception du fait que là, le tableau de Wigner comprend une série de lettres alphabétiques écrites en rouge et une autre écrite en noir. Alors pourquoi avoir fait ça? Parce qu'en fait, il y a des lettres qui correspondent à des mots-clés et d'autres lettres qui correspondent tout simplement aux lettres de l'alphabet encodé.
Et la jonction des deux donne le message chiffré. Alors voilà comment le système fonctionne concrètement. Si on décide, par exemple, de choisir comme clé d'encodage mon prénom, Marcus, et que la phrase qu'on va encoder, c'est par exemple j'aime les fraises, voilà, une phrase toute simple. Bon, en fait, on va aller chercher la lettre minuscule qui se trouve à la jonction entre notre colonne de gauche et notre ligne d'en haut. La ligne d'en haut correspondant au message à encoder et la colonne de gauche correspondant au mot d'encodage, à savoir mon prénom. Donc on va faire correspondre le M majuscule de mon prénom avec la première lettre de la phrase qui est donc un J. Le J n'existant pas encore à cette époque, c'est donc un I. Donc ici on regarde ce qu'il y a à l'intersection entre le I et le M. Bon là en l'occurrence, c'est du hasard, mais ça tombe sur un M minuscule. Donc la première lettre du code, c'est M. Après, deuxième lettre de mon prénom, c'est un A. La deuxième lettre de la phrase, c'est un A aussi. Donc là, on va regarder où se trouvent les deux A. Il y en a un qui est là et donc l'autre en bas, donc c'est un O. La deuxième lettre du code, c'est un O. Ensuite, le R de mon prénom qui va correspondre avec le I de j'aime. Donc R et I, ça donne un R. Donc M-O-R. Ensuite, on poursuit avec le C qui est en bas, qui va correspondre avec la lettre M, à savoir le E minuscule, donc M-O-R-E. Puis ensuite, on continue avec la lettre U de mon prénom, qui ressemble à un V en moyen français. Et on poursuit avec la lettre E du mot j'aime. Ça donne la lettre Q, donc M-O-R-E-Q. Puis ensuite la lettre S qui correspond avec L de j'aime les fraises, donc S, L. On arrive ici, ça donne un T. Et ainsi de suite. De cette manière, le code est réalisé et ça laisse assez peu place au doute ou à la suspicion pour n'importe quelle personne qui tomberait dessus, quoi. Même si il se rendrait compte que le message est chiffré, là c'est bien de la cryptographie, hein. On parle d'une suite de lettres incompréhensibles. C'est très difficile de trouver la clé de déchiffrage. C'est pour ça que c'est bien plus tard que quelqu'un a réussi à déchiffrer le message, et à comprendre la clé du chiffre de Wigner. Voilà, donc ça c'est le premier tableau que je souhaitais vous montrer et qui est probablement le travail le plus connu de Blaise de Wigner à notre époque, notamment pour ceux qui ont étudié la cryptographie dans le milieu numérique, que c'est surtout employé en informatique. Voilà, je vais maintenant poursuivre. Alors, une des choses qu'on retrouve de façon la plus récurrente dans son livre, c'est les relations par analogie. Par exemple, ici, si je grossis un peu sur cette page, en fait, on peut remarquer qu'il a associé les 4 premiers chiffres au point, à la ligne, à la superficie et au corps solide, c'est-à-dire les 4 dimensions. Le point correspondant à la première dimension, la ligne à la deuxième dimension, c'est-à-dire sur une surface plane, ce qui dans la géométrie correspond au carré, au triangle, au rectangle, à l'hexagone, au polygone. Et puis les corps solides, donc les objets en 3 dimensions, le cube, le tétraèdre, l'hexaèdre, le dodécaèdre, etc. Le cône, le cylindre, enfin plein de solides que vous devez connaître. Et en même temps, donc, il fait correspondre des lettres hébreux, ici en l'occurrence les 3 lettres mères. Donc il a étudié le Sefer Yetzira, parce que c'est dans le Sefer Yetzira où c'est expliqué. Les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. 4 anges, Ariel, Tarsis, Séraphin et Chérubin. Séraph, Chérub, euh, souvent les noms des séraphins et des chérubins sont raccourcis dans les textes du XVIe siècle, mais ça veut bien dire séraphin, chérubin. Ensuite, les 4 esprits, les 4 saisons, automne, hiver, été, printemps. Les 4 portes du ciel, bon, ça on va passer, c'est pas très important. Mais voilà, c'est pour vous dire que là, il effectue un travail d'association qui fut ensuite repris par de nombreuses autres personnes et qui fut une manière pour eux de mieux comprendre le cosmos et mieux comprendre la manière dont Dieu, en quelque sorte, a organisé la vie et les hiérarchies archétypales dans le monde. Bon, je vais revenir
aux dimensions correspondantes. Voilà. Ici, on a un autre tableau à gauche. Je vais vous montrer rapidement. Dans ce tableau, il fait correspondre les sept lettres doubles, parce qu'avant on avait les trois lettres mères, les sept lettres doubles du Sefer Yetzira, à savoir Bet, Vet, Gimel avec un G ou GH, Dalet avec un D ou DH, Kaf ou Chaf, P et F, Resh et To, ou enfin Tav plutôt, avec les sept astres, enfin les sept planètes du système solaire telles qu'elles étaient envisagées à cette époque, avant la découverte des autres planètes lentes de notre système solaire, avec sept esprits et avec leur intelligence et leur nombre, et sept autres anges. Enfin voilà. J'aime bien tous ces petits tableaux synthétiques qui permettent de rassembler les informations entre elles. En voilà un autre, ici à droite, où là il fait correspondre cette fois-ci les 12 lettres simples hébreux du Sefer Yetzira avec les 12 signes du zodiaque. Et là, je vais un peu grossir parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à évoquer avec vous. Hop, on va un peu dézoomer pour avoir la totalité. Voilà, c'est pas mal comme ça. Ici, vous pouvez remarquer qu'il n'a pas nommé le bélier de la même façon que n'importe quel autre de ses contemporains, mais plutôt le mouton. Il a aussi nommé le signe des Gémeaux les jumeaux. Le signe du Cancer se nomme l'écrevisse. Le lion porte un Y, comme la ville. La Balance devient un signe pluriel, ce sont les balances. Le Scorpion devient les scorpions. Le Sagittaire et l'Archer. Enfin, il y a plusieurs noms de signes du zodiaque qui changent par rapport à la version qu'on connaît à notre époque. Le mouton, bah, c'est tout simplement euh, la race duquel est issu le bélier, puisque le bélier est un mouton mâle. Les jumeaux, bah, ça renvoie à la fonction double des gémeaux, parce qu'à l'origine, on parle bien de jumeaux dans la mythologie grecque, que sont Castor et Pollux, ça vient de ça. L'écrevisse, c'est l'ancien nom donc du Cancer, puisqu'on se rapportait à un crabe, et l'écrevisse est un animal qui se rapproche du crabe. Le lion avec un Y, ça c'est parce qu'en moyen français, tous les I étaient souvent remplacés par des Y, ce qui n'était pas systématique, comme vous pouvez le voir ici pour le signe de la Vierge. Et l'inverse, c'est également visible et à noter, puisque pour l'Égypte, le pays l'Égypte, avant ça s'écrivait avec un I. Et ça, c'est intéressant pour moi, puisque je l'ai retrouvé dans le codage, avec un I. Le Sagittaire, c'est l'archer. On le représente souvent dans le zodiaque comme un centaure tenant un arc prêt à lâcher sa flèche. Après, le fait de nommer les balances, enfin le signe de la balance au pluriel et d'ajouter un E devant le scorpion, ça, je sais pas vraiment. Je n'ai pas toutes les réponses. Mais en tout cas, voilà, on peut constater ces éléments. Il les fait aussi correspondre aux 12 mois de l'année, exactement comme dans le Sefer Yetzira, aux 12 signifiances, c'est-à-dire les sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, la parole, le goût, ainsi que d'autres spécificités qu'on retrouve également dans le Sefer Yetzira. Donc ici, il fait une sorte de copier-coller, mais de façon plus claire et plus compréhensible, je dirais, pour n'importe qui tomberait dessus. On a aussi ici à droite les 28 maisons lunaires. Ça, c'est ce qui s'intègre dans l'astrologie sidérale ou l'astrologie védique. Ce rapprochement entre les décans zodiacaux et le cycle de la Lune, ainsi qu'avec les lettres de l'alphabet hébreu, puisque c'est mentionné dans le Sefer Yetzira, et les intelligences ou les anges qui gardent ces décans, qui sont associés à ces décans. Ok, donc là on a une signification des caractères, je vais pas trop entrer dans les détails. Le but étant véritablement de vous montrer tout ce qui est contenu dans ce livre. L'un des tableaux les plus intéressants dont on peut voir une version reproduite sur la page de Wikipédia est la table des Irus, ou commutation d'alphabet. Alors, j'ai jamais vu ce terme auparavant. C'est un équivalent approximatif du Temura ou de l'anagramme. Ça consiste tout simplement à alterner une lettre par rapport à une autre, échanger sa position sans ajouter ni retirer de lettre. Et là, en l'occurrence, bah, il joue simplement sur deux lettres hébreux qui fait correspondre à l'alphabet latin. Il crée aussi une correspondance
Ça, c'est ce que j'ai fait également, que vous pouvez retrouver dans mon livre, entre la forme des lettres hébreux, leur nom, et la lettre latine correspondante. Par exemple, ici à droite, il fait correspondre la lettre Kaf à la lettre C de l'alphabet latin. Déjà, rien qu'avec la forme, on a presque une similarité exacte. Le iode, qui commence par un I, associé à la lettre I. Ensuite, il fait correspondre la lettre tête à la lettre F. Bon, là, pour moi, c'est un peu plus surprenant. La lettre ret à la lettre H, ce qui est pour moi aussi surprenant, puisque la lettre He qui commence par un H, elle est associée à un E. La lettre Vo à un V, ce qui est logique. Le Zayin à un Z. Dalet à un D. Guimel avec un G. Bet au B. Aleph avec le A. Et ainsi de suite, qui correspond à une certaine logique que moi-même je reproduis dans mon livre. Et quand j'ai vu ça, je me dis, punaise, j'ai une confirmation, quoi. Ensuite, ici, on voit un autre tableau de correspondance entre des lettres contenues à l'intérieur et puis d'autres lettres aux alentours, sauf que là, il vient ajouter des chiffres. Ces chiffres correspondent au nombre de lettres dans l'alphabet, et en l'occurrence, à cette époque, c'était 22. Donc, ici, on a 20, 21, 22. Un autre tableau à gauche qui reprend ce que j'ai dit, et aussi une correspondance géométrique qui, je trouve, est particulièrement ingénieuse. Il a associé une lettre hébreu, un nombre et une lettre de l'alphabet latin, ainsi que donc à une figure géométrique bien spécifique. Ici, il reproduit à droite le système guématrique de l'hébreu, à savoir associer un chiffre ou un nombre à chaque lettre de l'alphabet latin en fonction de leur place, par unité, par dizaine, par centaine. Et ça, je l'ignorais, mais aussi par milliers. Apparemment, dans les textes hébreux originaux, notamment dans l'Ancien Testament, il y a certaines lettres qui sont écrites en gras, avec une police plus importante. Et là, on passe aux milliers, quoi. 1000, 2000, 3000, 4000, etc. Et ici, la correspondance, mais cette fois-ci avec les lettres de l'alphabet grec, qui, selon lui, avait aussi cette correspondance-là. On retrouve aussi ce texte enfin, ce tableau dans le livre de Cornelius Agrippa, le De Occulta Philosophia. Un petit tableau en haut à droite qui est intéressant, qui reprend en fait les 4 lettres euh, indicibles du dieu hébraïque Yahvé, qui est Yod et Voé, soit Yod et Vav et, qui sont simplement permutés de 12 façons différentes, puisque 4 fois 4 égale 12. On ne peut pas le faire permuter de plus de façons différentes. Je grossis un peu pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc ici, on a la version originale, et ensuite on fait permuter petit à petit les lettres les unes par rapport aux autres pour former ce carré de 12 cases. Voilà un tableau aussi particulièrement intéressant qui est à droite. Voilà, je vais un peu grossir pour que vous puissiez bien voir. En fait, là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le premier nombre, il le multiplie par 2, et à chaque fois, il fait plus 1 dans sa multiplication. Donc 1 fois 2 égale 2, 2 fois 3 égale 6, 6 fois 4 égale 24, 24 fois 5 égale 120, 120 fois 6 égale 720, 720 fois 7 égale 5040, etc. jusqu'à 12 fois, jusqu'à multiplier les résultats par 12 et obtenir cette suite de chiffres, qui par réduction donne 80, lorsqu'on additionne chaque chiffre qui compose la somme. Alors sur la page de gauche, il reprend le système de Johannes Trithemius, mais de façon un peu différente, en associant des lettres au signe du zodiaque, mais pas de la même façon que nous on a pu le voir, puisque la lettre A ici correspond à la Lune, parce qu'on a les 12 signes du zodiaque plus les 7 astres. La lettre B au signe du Bélier, la lettre C pour le signe du Taureau, le D aux Gémeaux, etc. Toutes les voyelles en fait sont associées aux planètes et les consonnes sont associées au signe du zodiaque. J'ai notamment pu voir ce schéma aussi dans le livre de Cornelius Agrippa. Un autre tableau de stéganographie cette fois, où en fait il associe des mots à des lettres. Donc si on reprend notre système dont j'avais parlé avant, où on a un mot-clé qui sert à encoder et puis le texte qui est le texte brut qui va être chiffré.
Donc si on reprend par exemple, j'aime les fraises et puis mon prénom Marcus. Donc le M va être associé au I qui est là-bas. Et le premier mot du code, ça va être pied. Donc là, au lieu d'avoir une seule lettre correspondant au chiffrage, on a carrément un mot. Donc c'est plus difficile encore à comprendre lorsqu'on tombe là-dessus et qu'on ne sait pas que le message est encodé. Autant dans l'autre tableau, il pouvait y avoir des soupçons. Enfin, on savait qu'il y avait un message codé, c'était de la cryptographie, puisque c'était qu'une seule lettre et qu'une suite de plusieurs lettres sans aucun sens, ça veut bien dire qu'il y a un code derrière tout ça. Mais si ce sont des mots qui encodent le message, là, ça va être plus difficile. Surtout si ces mots, une fois assemblés, sont cohérents et forment des phrases. Là, en l'occurrence, donc, comme j'ai dit, Marcus, ça pourrait vouloir dire pied, donc j'aime. Après, on a le A qui correspond avec l'autre A. On a gon, pied gon. Bon, là, déjà, ça fait un peu plus bizarre. Mais en tout cas, c'est une autre manière pour lui d'exprimer la cryptographie et que je trouve plutôt intelligent. C'est bien de proposer plusieurs variantes. Et là, c'est un système qui vraiment m'a surpris, mais dans le bon sens. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Parce que pour moi, c'était Francis Bacon qui avait été le premier à réfléchir à un système similaire à celui-là. Vous allez rapidement comprendre ce que c'est. En fait, dans la ligne du haut, il présente les lettres de l'alphabet, écrites en rouge. En bas, on a une suite de 3 lettres constituée de A, de B ou de C. Donc c'est pas un code binaire, mais un code trinaire. Ensuite, juste en dessous, il propose un nombre à 3 chiffres qui est équivalent à la lettre en haut. Par exemple, là, le A, il l'a associé au 4. Donc A égale 444. B 447, donc on comprend que la valeur du B, c'est 7. C 448, donc on comprend que la valeur du C, c'est 8. Puis après, avec l'agencement par permutation, il peut créer toute une série de nombres. Mais il ne s'arrête pas là, puisqu'en plus, il propose des séries de points, de tirets et de quantités équivalentes pour chaque lettre de l'alphabet, ce qui permet une vaste étendue de codage possible. Ici, il explique en pratique ce que ça donne. Il prend le mot l'esprit humain peut atteindre tout et il l'encode de cette manière. Donc ça veut dire une lettre équivaut à 3 lettres. Le L, ça devient ACB. J'ai un peu zoomé pour que vous puissiez bien voir. C'est important. Donc la lettre L ici de l'esprit humain peut atteindre à tout. On va normalement le retrouver ici. Le L qui correspond exactement aux lettres ACB. Donc, première lettre du message à encoder, du message trinaire, c'est le ACB. Ensuite, le AAB qui correspond au E. On vérifie. Hop, boum, effectivement, le E, c'est AAB. Ensuite, on a BAC pour le S. On vérifie. Lettre S, BAC. Et ainsi de suite. Et ça, on peut le faire à la fois pour les lettres, mais également pour les nombres en dessous. Donc, la première lettre L de l'esprit humain, ça peut aussi être 487, suivi du E qui serait le E 447, et ainsi de suite. Et là, justement, c'est ce qui monte 487, 447, 748, etc. Mais on peut le reproduire avec des séquences de points, plus ou moins espacées par intervalles réguliers ou irréguliers, de tirets et de quantités. Donc c'est un système de polygraphie dans le codage que j'ai trouvé vraiment très intéressant, quoi. Ah ouais, donc là on arrive dans la partie du livre que je vais un peu plus commenter. Ici, il propose un tableau où en fait une lettre correspond à 3 lettres. Là par exemple, si on reprend le mot l'esprit humain, qui est sa clé d'encodage, le L va être à la fois associé à la lettre A de la colonne et à la série de 2 lettres AB. Donc ça va être soit A, AB, soit A, BA. Ensuite, pour le E, BBB, puisque c'est esprit, et ce qu'on retrouve ici. Et on commence donc par la ligne d'en haut et on finit par la colonne de gauche. C'est pour ça qu'on a ABA pour le L, ensuite BB et B pour le E,
BCB, bah voilà, on regarde ici, c'est le S, effectivement, pour l'esprit humain, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment énormément de manières différentes de réaliser un code. Et ici, cryptographique. La même chose, mais cette fois-ci seulement avec 2 lettres. Et là, c'est un système que j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Il a pris comme exemple la phrase d'en haut, qui est ici: En toutes les divines persécutions, le plus sûr est de s'enfuir bien tout et au loin devant la face de l'ange qui en est le ministre exécuteur. Et il vient accoler une deuxième phrase qui est: Cela n'est pas connu de tous. Donc il reprend un peu le système de Giovan Battista Belazzo qu'on avait vu avant, avec un texte brut et puis un mot de passe ou un contre-signe qui vient se superposer par-dessus ou en dessous. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que il propose deux tableaux différents, alors que Battista Belazzo, lui, regroupe tout dans un seul tableau qui comprend deux lettres à chaque fois, deux lettres majuscules et puis une série de lettres minuscules. Lui, ici, ce qu'il propose, en fait, c'est qu'à la fin de chaque mot, on vient ajouter la première lettre du mot suivant. Donc, en fait, la lettre E qui est là, on vient la substituer avec la première lettre du tableau en noir, donc la lettre du code, enfin le message codé va se faire à travers les lettres noires, tandis que les lettres rouges ici correspondent à celles du tableau. C'est pour ça que la couleur de l'encre est aussi importante. Le fait qu'il ait écrit le texte en rouge, c'est pour bien indiquer au lecteur à quoi ça correspond dans le tableau. Et les voyelles, il les constitue, enfin il les appelle nulles, c'est-à-dire qu'elles peuvent ne pas avoir de correspondance dans le codage. Ici, donc, pour en EN, on obtient un L et un T. Après, ce qu'il fait, c'est que la lettre suivante, qui correspond à la phrase plus courte que la précédente, va être encodée par deux lettres. Et là, c'est un peu mal fait, je trouve. Mais en fait, il faut regarder dans les cases en noir. Donc, il faut aller chercher la lettre C, qui est ici, et qui est comprise entre le A et le E. Et en fait, le A et le E vont être les deux lettres qui vont suivre dans le code. Donc, on a d'abord LT pour le E qui est associé au L et le T qui est associé au N, puis ensuite le A et le E du C de cela. Ensuite, on continue avec la lettre T, donc qui devient un B, la lettre O qui devient un X, la lettre U qui devient un C, la lettre T qui devient un B, la lettre E qui devient un L, et la lettre S qui devient un E. Et à la fin de ce mot, il vient ajouter la deuxième lettre ici du mot de passe, en quelque sorte, de la seconde phrase qui vient de se superposer dans le codage. Et en l'occurrence, ici, le E, c'est un A et un O. Et ici, on va pouvoir le confirmer. On a le LT, des deux lettres de EN, suivi du AE, qui est la première lettre de la deuxième phrase, le B, le X, le C, le B, le L et le E, puis le A et le O, comme on l'a vu ici pour le E de cela. C'est vraiment très complexe. Il faut s'y pencher un certain temps pour véritablement tout comprendre, mais ça vaut le coup. Donc, si vous voulez vous amuser un jour à envoyer des messages codés entre vous, ça pourrait vraiment être une bonne manière de vous faire réfléchir. Si vous êtes des personnes intellectuelles ou qui aiment bien analyser les choses, bah, la cryptographie est fait pour vous. Moi, je sais qu'en tout cas, c'est quelque chose que j'adore, surtout depuis que j'ai commencé à étudier les nombres et les lettres. Ici, il fait une reproduction partielle de la grille de Cardan, notamment à cet endroit-là, où on voit les encarts réservés à l'emplacement des lettres, des syllabes ou des mots qui servent à reconstituer le message encodé. Ici, on a une simple substitution, enfin, c'est une substitution monoalphabétique, un peu comme on peut le retrouver chez César, avec le A substitué au B, le D substitué au C, le E substitué au F, et ainsi de suite. Même chose ici, mais avec un décalage différent. Au lieu qu'il y ait un décalage d'une seule lettre, passage du A au B, on passe du A au M, le M étant la lettre médiane de l'alphabet, simplement en le divisant en 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, en 11 plutôt. À l'époque, c'était en 11. Et puis là, un troisième système avec la lettre E. Voici un autre tableau qui m'a assez surpris, que je pensais pas découvrir un jour dans un livre, et qui a pourtant bien été pensé.
C'est d'associer à la fois des lettres de l'alphabet latin et des lettres de l'alphabet grec. Donc là, non seulement il inclut des lettres que nous on connaît, mais aussi issues d'une langue ancienne, ce qui complexifie encore plus le déchiffrage. Ici, on a un système ressemble beaucoup à celui de Giovan Battista Belazzo, sauf qu'au lieu d'avoir deux lettres qui sont un peu dans l'encart d'introduction des colonnes, on a simplement un nombre en chiffre romain qui correspond à une lettre. Et donc bah là, il faut prendre la lettre correspondante dans chaque case. Et comme vous pouvez le voir, il a vraiment pensé à énormément de systèmes différents. Moi, je serais jamais allé aussi loin. Là, je vais simplement faire défiler les pages. Vous pourrez regarder de votre côté. Puis de toute façon, il est disponible en ligne sur archive.org. Vous pouvez même le télécharger en fichier PDF. Mais personnellement, je préfère le consulter sur ce site internet, parce que quand on télécharge le fichier en format PDF, c'est uniquement en noir et blanc. On n'a plus ce contraste de couleurs et ça devient encore plus difficile pour comprendre ce qui est expliqué. Tiens, ici, il y a un autre aspect intéressant, c'est le fait d'associer des lettres aux couleurs, mais également aux métaux. On peut vraiment appliquer ce concept de cryptographie en tout. C'est pour ça que je me dis, ce serait bien de réétudier tous ces manuscrits anciens sous le prisme du codage pour voir s'il n'y a pas eu d'autres messages qui ont été dissimulés, qui sont passés inaperçus et que les plus grands spécialistes n'ont pas pu voir alors qu'ils se trouvaient devant leurs yeux, quoi. Voilà un autre exemple de son travail formidable, c'est le fait de créer, même au sein de l'image, un code. Il exprime clairement là dans son introduction, moi je l'avais lu, mais je vous avoue que j'ai pas tout compris. En fait, le principe, c'est de tracer une grille qu'il appelle un treillis. Et en fait, dans cette grille, il indique les lettres qu'il veut incorporer dans son œuvre artistique et picturale. Et en fait, là, il dit que à travers la position des étoiles dans les nuages, eh ben, on peut reconstituer des lettres. Moi, je vous avoue que j'ai essayé de voir où est-ce qu'il avait mis ses lettres, c'est un peu compliqué, hein. Là, à la limite, on pourrait avoir un L, mais après, pour être capable de déchiffrer les autres lettres, il faut avoir l'esprit un peu dans cette envie de recherche. Parce que sinon, on ne peut pas réussir à trouver facilement, à première vue comme ça, un message encodé. En voici un autre exemple où là, en fait, il explique que chaque petite graine, qu'il appelle des bacs, B-A-C-Q-U-E-S, reproduisent aussi des formes de lettres. Bon courage hein, pour les retrouver. Moi, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à véritablement tout saisir. Mais en fait, si on fait abstraction des feuilles et des branches, on pourrait reconstituer des lettres. Bon courage, moi, j'y suis pas arrivé. Mais c'est pour vous dire que même là, ils avaient réussi à trouver un système. Et là, il a fait une pivotation miroir de son treillis pour insérer d'autres lettres. Et donc ces lettres, voilà, qui sont incluses dans un tableau typique de celui qu'on peut retrouver au début de son livre, ou même dans le livre Polygraphia de Johannes Trithemius. Donc la cryptographie dans l'iconographie. Ça, c'est très fort. Et je pense que c'est la première personne qui en a parlé. Encore une correspondance entre des nombres et des glyphes de planètes et de signes du zodiaque, qu'il incorpore eux aussi dans un double tableau ligne plus colonne. Voilà d'autres systèmes de codage, hein, je vais pas tous les faire, ça va prendre trop de temps. Un autre tableau ressemblant un peu à la grille de Cardan, fait avec des tirets et des points, si vous vous rappelez ce que je vous avais montré avant. Et là, avec les étoiles de l'iconographie. On peut même le faire avec des tirets, des symboles, et l'incorporer dans des images avec un système de points et puis de murs. Là, tout ce qu'il a fait, c'est renverser des lettres qui se ressemblent, à savoir le N et le U, et le M et le W. Oui, ils ont la même forme. Il leur a simplement ajouté des boucles et leur a assigné une lettre et un nombre à chaque fois. D'abord les voyelles, puis ensuite des consonnes.
Ce qui donne ça comme résultat. Pour on doit tenir secret ce qui est rare. Donc le O, on va voir le O est ici, donc 3 boucles, suivi d'un tiret pour créer l'espace. Ensuite le N, c'est là 1, 2, 3, 4, 5, 6 boucles qui est ici, suivi d'un tiret et ainsi de suite, quoi. Ça permet de créer les espaces entre chaque lettre. Ce système est issu de Leik-Becker, ou de la Kabbale des 9 tables dans la Kabbale, qui consiste tout simplement à prendre le contour de la lettre. En l'occurrence, le A, bah, c'est l'angle droit à droite. Pour la lettre B, bah, c'est la cuve. Pour la lettre C, qui est ici, bah, pareil, c'est le côté droit et ainsi de suite. Il fut aussi reprise plus tard dans la franc-maçonnerie avec le chiffre des francs-maçons, chiffre Picpen. Là, il a établi un système avec des lettres oméga, compris dans des sortes de rectangles aux fonctions inconnues. Voici une reproduction de l'alphabet samaritain qui dérive de l'hébreu. Encore d'autres exemples. Ouais, son livre est vraiment massif, hein. Il fait plus de 690 pages, donc autant vous dire que pour tout feuilleter, ça prend du temps. L'alphabet chaldéen, une autre variante de l'alphabet hébreu. Un alphabet qui apparemment serait issu d'une bibliothèque vénitienne. Donc voilà, intéressant à observer. Comme quoi il en a existé vraiment plein de sortes différentes. Et j'en profite en même temps pour souligner qu'il a rédigé son livre en Italie, parce qu'il avait été dépêché là-bas par le roi de France à sa demande pour aller récupérer tout un tas de documents relatifs justement à la cryptographie. Et autant vous dire qu'il a très bien réussi son travail, hein, compte tenu du résultat, qui est pour moi le meilleur travail jusqu'à maintenant jamais réalisé dans le domaine de la cryptographie manuscrite. Même si Kircher a repris son travail plus tard dans la Polygraphia Nova, pour moi, ça reste quand même un cran inférieur à ça. Parce que là, on a de tout, hein. Vraiment, il regroupe tout dans un seul volume. Pareil, on retrouve tout un tas d'alphabets comme dans la Polygraphia de Trithemius. Elle a écrit une correspondance chiffrée avec l'alphabet éthiopien ou l'alphabet des Nubiens. La correspondance alphabétique avec l'alphabet thébain ou l'alphabet des Wicca, dont j'avais parlé avant, et avec les symboles alchimiques. Donc non seulement il reprend le travail de Johannes Trithemius, mais il l'augmente. Il en fait une version plus complète. Différentes variantes de l'alphabet de Charlemagne. Donc lui, il en a carrément trouvé 3 différents. Alors je pensais qu'il n'y en avait même aucun qu'il avait réalisé lui-même. Et à la fin de son livre, voilà, il récapitule un peu tout ce qu'il a expliqué en ajoutant comme annexe ce grand tableau avec toutes les lettres de l'alphabet, afin que n'importe qui puisse s'en servir et puis transposer avec des nombres. Voilà. Un peu plus tard, au XVIIe siècle, apparaît aussi un système de codage au sein des organisations secrètes. En l'occurrence, les Rosicruciens et les francs-maçons ont développé leur propre chiffre, qui fut aussi nommé Picpen, c'est-à-dire parc à cochon, ou chiffre de Napoléon pour certains, qui reprend en grande partie le concept du chiffre des Templiers que j'ai pu exposer au préalable. Ce qui vient quand même modifier un peu le système, c'est que les francs-maçons et les rosicruciens ne s'appuient pas sur un symbole qui leur est propre, mais à travers un système qui a été développé avant dans la Kabbale, qui s'appelle Leik-Becker, ou la Kabbale des 9 chambres, qui consiste en fait à placer les lettres de l'alphabet dans des grilles de 3 par 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, et ensuite d'assembler les dernières par 4, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, dans 2 croix pivotées à 45 degrés par rapport à la verticale, ou sur son axe perpendiculaire. Donc 2 grilles de 6 et de 6, puis 2 croix de 4 et de 4. Ce qui donne des symboles qui peuvent être reproduits et qui dissimulent des informations.
auquel on ne peut pas accéder si on ne comprend pas que le système fonctionne à travers ces grilles et ces croix. Mais dès lors que le système a été compris, et ben là, ça a été très simple de déchiffrer les informations. Apparemment, les francs-maçons auraient développé ce système afin de pouvoir communiquer de façon plus discrète sur des sujets sensibles, hautement confidentiels, entre chefs de loge ou entre personnes initiées qui sont au courant du système. Un peu plus tard, en 1605, est apparu un nouveau système. Alors là, pour le coup, je ne peux pas m'assurer que les informations que je vais vous partager sont fiables à 100%, donc je vous incite fortement à aller faire vos propres recherches par rapport à ce que je vais dire là maintenant, pour vous assurer que c'est bien ça. En 1605, Francis Bacon, l'illustre philosophe, rédigea un livre en anglais intitulé Of the Proficience and Advancements of Learning Divine and Human, donc de la proficience et avancée de l'apprentissage du divin et de l'humain, dans lequel en fait il explicite pour la première fois son propre système de codage qu'il appelle le système bilitaire, qui est repris notamment des hiéroglyphes égyptiens, qui consiste tout simplement à encoder les lettres de l'alphabet par 5 lettres binaires constituées de A et de B. Et c'est simplement en changeant la place du A et du B dans ces 5 lettres qu'on peut comprendre à quoi correspond chaque lettre. Donc là, en l'occurrence, une lettre correspond à 5 lettres. Et ça va faire du AA, BA, AA, BA, BA, AA, BA, BA. Ce qui est un peu finalement l'ancêtre du code binaire, qui lui est un ensemble de 0 et de 1. Et comme on l'a vu, que ce soit des lettres ou des nombres, ça fonctionne aussi bien l'un que l'autre. Sachant que ce système a été développé au préalable aussi par Blaise de Vigenère dans son livre Traité des chiffres et des lettres. Ensuite, sa méthode fut approfondie et beaucoup plus éclaircie dans un deuxième ouvrage qu'il a écrit en 1623 intitulé De dignitate et augmentis scientiarum, où là, apparemment, il aurait vraiment donné les clés de compréhension du système. Mais là, comme je l'ai expliqué au préalable, je parle au conditionnel, puisque je ne suis absolument pas sûr que ce soit vraiment le cas, puisque moi-même, au cours de mes recherches, je n'ai pas retrouvé ces informations. Enfin, en tout cas, en parcourant les feuilles à la va-vite, en parcourant les pages les unes après les autres, j'ai pas retrouvé d'informations en lien avec son système militaire. Donc, à vous de vérifier si j'ai manqué certaines choses et que effectivement elle explique. Mais j'ai pas énormément retrouvé, enfin j'ai même rien retrouvé par rapport à ça dans les livres mentionnés ici, qui proviennent d'autres sources d'informations que j'ai croisées et qui sont à peu près d'accord sur ce qu'ils disent. Donc je pense que c'est ça. Alors maintenant, je vais vous parler d'un autre système de codage qui est très intéressant et peut-être assez méconnu. C'est le grand chiffre et le petit chiffre qui ont été assignés à Louis XIV. Parce qu'en fait, à son époque, a été inventé ce qu'on appelle le cabinet noir, dirigé par les frères Rossignol, Antoine Rossignol et son frère Bonaventure, qui ont développé donc 2 systèmes de codage distincts pour les transmissions, les échanges du roi, qui étaient soit encodés à travers le petit chiffre si c'était un message confidentiel, soit à travers le grand chiffre si c'était un message ultra confidentiel et qui nécessitait la plus grande prudence. Dans le but que tout cela évite d'arriver dans de mauvaises mains, et surtout que les personnes qui se l'approprient ne puissent pas comprendre ce qui est expliqué dedans. Et ce message fut tellement complexe et difficile à interpréter que c'est 3 siècles plus tard, en 1893, qu'Étienne Bazery, un spécialiste du déchiffrage des communications militaires, a réussi à comprendre le système après plus de 3 ans de recherche. Donc imaginez un peu la quantité de travail colossale que ça a dû nécessiter. En se rendant compte qu'en réalité, ici ce n'était pas un système de substitution monoalphabétique, ni un système de substitution polyalphabétique, mais polysyllabique. C'est-à-dire que là, ce qu'ils avaient réussi à faire dans le cabinet noir, c'est qu'ils avaient associé des nombres ou des lettres à des syllabes. Ce qui rendait bien sûr la tâche beaucoup plus complexe. Parce que si on ne comprenait pas l'objectif initial,
On aurait procédé comme n'importe quel autre spécialiste de la cryptographie avant, comme j'ai pu le développer et l'argumenter avant. Donc c'est pour vous dire à quel point le système fut très sophistiqué à l'époque. En continuant à nous rapprocher dans le temps de notre époque, je vais bien sûr vous mentionner un nom très important dans l'histoire de la cryptographie, qui est le jésuite allemand Athanasius Kircher, qui a sorti de nombreux ouvrages, dont certains qui sont vraiment très intéressants pour notre étude, notamment une œuvre majeure de son corpus, qui est l'Oedipus Aegyptiacus, un ensemble de livres écrits en latin et déclinés en 3 tomes, entre 1652 et 1655, à destination de l'empereur du Saint-Empire romain germanique Ferdinand III, donc encore un membre de la famille des Habsbourg, puisqu'il était connu sous le nom de Ferdinand de Habsbourg, ce qui prouve bien qu'il y avait une sorte de filiation et de volonté d'approfondir le sujet de la polygraphie en faisant des commandes de ce travail au travers des plus grands spécialistes de leur période. Autant à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, c'était Johannes Trithemius, l'abbé Jean Trithème. Ensuite est venu Cornelius Agrippa, mieux connu sous ce nom de Henri Corneille Agrippa d'Eneteșeim, qui était le disciple lui-même de Jean Trithème, qui ensuite est venu Paracelse, qui, si vous avez déjà étudié l'alchimie, vous devez sûrement connaître. Donc vraiment des grands noms, sachant que Agrippa était lui-même confident et historiographe de Charles Quint, aussi appelé Charles V ou Charles de Habsbourg, donc encore un membre de la famille des Habsbourg, sachant qu'à cette époque, c'était l'une des familles les plus influentes et les plus puissantes du monde. Et d'ailleurs, François Ier a fait la guerre à Charles Quint d'un point de vue historique. Ça prouve bien qu'il y avait eu un intérêt de la part des familles les plus puissantes pour ce type de sujet, qui est quand même bien ésotérique. En fait, si ces ouvrages sont particulièrement intéressants pour moi, c'est qu'ils comportent un grand nombre d'illustrations d'enluminures et d'estampes, ce qui fait que je peux réussir à comprendre ce qui est expliqué sans même pouvoir lire le texte. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, ces 3 tomes ont été écrits en latin et, à ma connaissance, n'ont pas été traduits dans d'autres langues latines que je puisse moi-même comprendre. Donc, il faut que je m'appuie sur les illustrations qui me sont fournies pour essayer de voir un peu quelle était la vision de Kircher quand il a écrit ses ouvrages, pour ensuite les envoyer à Ferdinand. Et aussi, ces ouvrages, ce qui est important de mentionner, c'est qu'ils ne font pas uniquement référence à la cryptographie, et d'ailleurs, la cryptographie est sous-entendue, c'est pas vraiment le sujet, l'objectif de ces livres, puisque rien que déjà dans son nom, on comprend Oedipus Aegyptiacus et Oedipe égyptien, une référence au mythe, à l'énigme d'Oedipe devant le Sphinx, qui est très connu en Antiquité. Et ce sont des livres surtout qui parlent de l'astrologie chaldéenne, de la Kabbale hébraïque, bon là c'est en référence avec la cryptographie, mais aussi à l'alchimie, à la magie, aux mathématiques de Pythagore, donc ça couvre une grande étendue de sujets différents. Et surtout, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant et impressionnant, c'est que le livre n'a pas uniquement été écrit en latin, mais en d'autres langues. J'ai vu de l'hébreu, j'ai vu de l'arabe, j'ai vu du copte, j'ai vu plein d'anciennes langues que je serais même pas capable de nommer, puisque je ne reconnaissais même pas les symboles. Il y a aussi ce qu'on appelle l'araméen samaritain, l'écriture samaritaine. Toutes ces anciennes langues qui sont assez méconnues ont été mises en avant dans ces ouvrages. Et il y a notamment le deuxième de ces ouvrages, dans lequel il représente une roue astrologique représentant les 36 décans, correspondant aux 360 jours solaires, et auquel il a associé les 12 signes du zodiaque. Mais en plus de ça, il a assigné aux 12 signes du zodiaque 12 noms de divinités égyptiennes. Et ça, c'est très important et très intéressant pour moi, puisqu'en fait, dans mon déchiffrage, je me suis rendu compte que l'astrologie avait aussi sa part à jouer dans le système de codage des nombres et des lettres, et que c'était un moyen complémentaire d'approfondir le message qui est déjà déchiffré à travers le système des nombres et des lettres.
Mais tout ça, vous pourrez véritablement le comprendre en lisant mon livre, qui est vraiment hyper complet à ce sujet. Ensuite, un peu plus tard, en 1663, il rédigea une œuvre assez méconnue dans l'histoire de la cryptographie, mais qui, moi, m'intéresse particulièrement. C'est Polygraphia Nova, et qui a été écrit pour, devinez qui, Ferdinand III, notre fameux roi de la maison des Habsbourg, roi du Saint-Empire romain germanique. Et en fait, ce livre est tout simplement une sorte de réédition, de mise à jour du contenu qui avait été proposé par Jean Trithème un siècle plus tôt, qui, je vous rappelle, a été publié en 1518, alors que là, le Polygraphia Nova, c'est 1663, sachant que Jean Trithème avait écrit, donc Johannes Trithemius, avait écrit son ouvrage à destination de Maximilien Ier, qui était aussi mieux connu sous Maximilien de Habsbourg, descendant de Frédéric III de Habsbourg, donc encore une fois la maison des Habsbourg. Ce qui fait qu'il y a une transmission de ce travail pour qu'il puisse l'appliquer d'une manière ou d'une autre. Et en fait, ce livre, ce qui comporte aussi de novateur, c'est qu'il était accompagné d'un objet qu'a créé de toutes pièces Kircher, qu'on peut appeler une caisse ou une boîte, qu'il a nommé l'arche stéganographique. Son principe, c'est de créer 24 compartiments dans lesquels il range 144 bâtons présentant des symboles et des lettres alphabétiques appartenant à plusieurs langues différentes. Et en fait, apparemment, à travers cette boîte ou cette caisse, la personne qui l'avait à sa disposition était capable de comprendre et de traduire instantanément une langue qu'il ne comprenait pas dans sa langue parlée, dans sa langue que lui comprend, ou elle comprend, si c'est une femme. Et il y a aussi d'autres éléments qui ressortent de son livre que j'ai pas tout retenu, mais il a notamment fait une analogie ou une relation entre les différentes langues latines, le français qu'il appelle le gallica, l'allemand, l'italien, l'espagnol, mais aussi avec les langues anciennes comme le grec et l'hébreu. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant, puisque lui-même, Kircher, il était connu pour être le plus grand polyglotte de son époque. Un polyglotte, c'est une personne capable de parler plusieurs langues à la fois, mais aussi de les comprendre et de les lire. Alors, les principaux points à retenir pour la Polygraphie Nova sont les suivants. Déjà, il a décomposé son livre en 3 sections principales. La première section synthétise la réduction de tous les langages en un seul. Dans une deuxième section, il fait le contraire. Il étend tous les langages pour tout le monde. Et enfin, dans une troisième partie, il l'associe à une sorte de technologie. Et c'est là qu'il expose pour la première fois son arche stéganographique, qui est un moyen à travers lequel on est capable de traduire une langue qu'on ne connaît pas en une qu'on connaît de façon presque instantanée, quoi. Ce qui fut une grande révolution à l'époque, mais pourtant qui a fait assez peu d'écho, puisque moi, dans mes recherches, par exemple sur l'histoire de la cryptographie, cet ouvrage n'est pas mentionné. Il a fallu que je m'intéresse à l'histoire de la maison des Habsbourg, des relations entre les différents cryptographes de la Renaissance, du XVIe et du XVIIe siècle pour arriver sur son travail. Et aussi en m'intéressant à l'Oedipus Egyptiacus. Pour en finir avec le partage de documents sur la cryptographie, je vais revenir un petit peu sur le livre de Athanasius Kircher, Polygraphia Nova, puisqu'il présente certaines illustrations assez intéressantes pour créer une sorte de langage universel, comme j'ai pu l'expliquer auparavant, à partir d'une multitude de langues, en créer une seule et unique, afin que, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre langue natale, on puisse comprendre d'autres langues qu'on n'a jamais appris au cours de notre éducation ou de notre scolarité. Et pour combler cette lacune, Athanasius Kircher a réussi à trouver une méthode qui pourrait justement créer ce langage unifié. Et même, il a conçu un objet qu'il a nommé l'arche glottotactique. Tactique, je suppose que c'est stratégique, et glotte, c'est en rapport avec la langue. Donc, l'arche de la tactique de la langue, peut-être pour combiner les mots afin de pouvoir faire ressortir un mot d'une langue étrangère et la comprendre dans notre langue. Ici, ce qu'il est important de retenir de cette grande boîte qui appelle donc l'arche, c'est qu'elle contient 40 compartiments et que dans chaque compartiment, en fait, il plaçait des sortes de plaquettes en bois, chacune écrite dans une langue différente.
Ces compartiments sont numérotés en chiffres romains. Et là, en fait, en petit, il y a écrit Latina, Italica, Gallica, puis ensuite Hispanica et Germanica, puisqu'en fait, c'est le latin, l'italien, le français, l'espagnol et l'allemand qui sont rassemblés pour être compris en une seule fois. C'est-à-dire qu'une personne qui conçoit ce type d'objet et qui souhaite comprendre des informations qui lui viennent d'une autre langue, imaginons que je suis français et que je comprends ce que m'explique une personne en allemand, et ben on va venir tirer la carte en allemand correspondante au mot en français, et de cette manière, on pourra comprendre ce qu'il nous explique. Et cette illustration, je l'ai vue nulle part ailleurs sur Internet, donc je pense que c'est la première fois que quelque chose comme ça est diffusé. Sachant que j'ai trouvé le document sur Google, c'est Google Livres, et il propose certains contenus intéressants. Mais je vais pas m'arrêter là, je vais vous partager aussi d'autres choses. Voilà. Ici, il regroupe en fait dans un dictionnaire plusieurs mots en 5 langues. Il se réfère à la première lettre, il prend un mot en latin, il fait la traduction en italien, en français, en espagnol et en allemand. Et en fait, grâce à tout ça, en ayant l'ouvrage à portée de main, on peut être capable de comprendre petit à petit, en plus d'avoir l'arche glottotactique et puis ce que je vous présenterai après, l'arche stéganographique, de pouvoir déchiffrer un message dans une langue étrangère presque instantanément, quoi. Et ça, son dictionnaire à 5 langues, il le déploie sur de très nombreuses pages. Que ce soit des mots ou même des phrases, là vous pouvez vous référer à la colonne Gallica pour comprendre, que m'a consigné, que m'a déclaré. Et là, ce sont des prénoms, Constance, Martin, Grégoire, Mars, traduits dans plusieurs langues différentes. Marcia pour l'italien, Marcio pour le- l'espagnol, Marcius en latin, etc. Votre messager, votre serviteur, j'ai entendu, j'ai connu, j'ai pénétré. On a vraiment une grande palette de mots qui sont abordés ici. Là, des adjectifs, doux, désiré, bénin, bénin, je suppose, cher, courtois, obligeant, ami, compagnon, officier, écrivain, là, ce sont des professions. Les nombres même, 100, 30 000, 40, traduits dans plusieurs langues. Enfin, voilà, je vous laisse regarder tout ça de votre côté. Voilà une autre table qu'il a établie, et là, je pense que ça va vous faire un peu penser au Scrabble. Je vais renverser la page. Voilà, c'est bien comme ça. En fait, ici, il a associé une lettre à un nombre. Un peu comme on peut retrouver sur les touches carrées du Scrabble avec un nombre correspondant au nombre de points qu'on marque. Sauf que là, c'est un objectif pratique, pas uniquement ludique ou divertissant. En travaillant dessus, il appelle ça la table stéganographique. Les arts de disposition combinatoire. Ça, c'est une première chose. Je vais vous montrer aussi autre chose. Voilà, on arrive à l'arche stéganographique, euh, qui est un peu plus documentée et dont on a plus de références sur Internet, qui permet ici de ranger toujours ces mêmes tablettes dans des cases. Il y en a 24 au total, donc on en a moins que dans l'arche glottotactique, un peu de difficulté à prononcer, où en fait on alterne entre des lettres majuscules et minuscules, et chacune ayant un objectif spécifique, en se rapportant aux colonnes telles qu'elles sont inscrites ici. Sachant que les colonnes qu'on voit là sont en rapport avec ce tableau, avec le A égale 6, le B égale 2, le C égale 20, qu'on voit là. On a exactement la même chose ici, en fonction du type d'alphabet choisi, quoi. C'est ce que je voulais vous montrer concernant le livre de Athanasius Kircher, et c'est mon dernier partage d'écran concernant des manuscrits anciens. Voilà pour ce qui est de Kircher. Pour conclure ma vidéo, je vais vous parler d'un autre système qui est lui beaucoup plus récent, qui a été inventé en 1793, donc à la fin du XVIIIe siècle, par Thomas Jefferson, secrétaire de George Washington, premier président des États-Unis, donc encore une fois une personne proche du pouvoir, qui a inventé ce qu'on appelle le cylindre de Jefferson. C'est un système qui consiste à agencer 26 roues en bois autour d'un axe en fer
Et sur chaque roue était représentée une lettre de l'alphabet, mais de façon aléatoire. C'est-à-dire qu'on n'avait pas la suite A, B, C, D, E, F, G, mais plutôt A, X, R, D, F, E, enfin vraiment dans le désordre total, qui servait en fait à encoder des messages, mais cette fois-ci dans un but cryptographique, puisque le message en lui-même n'est qu'une suite de lettres incompréhensibles. Donc on sait que c'est crypté, mais on ne sait pas ce qui est crypté. Donc là, c'est simplement un rappel pour vous expliquer quelle est la différence entre la cryptographie et la stéganographie. Par exemple, si on construit une phrase du type je me trouve à Rome, et ben, quand on va composer cette phrase sur le cylindre, à travers donc ces 26 roues, ce qui veut dire aussi qu'on ne peut pas composer un message plus long que 26 lettres, eh bien, on observe les lettres qui se trouvent au-dessus ou en dessous le message lisible et interprétable, et on note en fait les lettres correspondantes. Ensuite, ce message est transmis au correspondant à qui est destiné donc le message crypté. Lui-même possède le même cylindre avec le même agencement des roues et la même disposition des lettres dans son cylindre. Ce qui fait que lui, quand il repositionne les lettres cryptées, parce que là c'est qu'une suite de lettres incompréhensibles, et qu'il lit en dessous, après il cherche dans le cylindre s'il n'y a pas un endroit où il peut trouver une phrase ayant un sens, et si c'est le cas, déjà le codificateur s'y est bien pris lui-même, et de cette manière, il peut comprendre le message qui a été envoyé à l'origine, et qui lui est arrivé crypté. Ce qui fait, encore une fois, dans un contexte militaire, ou dans un contexte d'opposition politique, si une personne venait à récupérer son message, à l'intercepter, comme on dit, à voir ce qui est écrit dessus, il ne comprendrait rien. Une suite de lettres ou de chiffres. Donc ce principe de la cryptographie a eu des usages bien différents en fonction des époques. Là, je vais un peu récapituler tout ce que j'ai expliqué depuis le début. En Antiquité, à travers la citale inventée par le général Lysandre, général spartiate, puis ensuite le système du chiffre de César ou chiffrement par décalage, avaient tous les deux un objectif militaire. Ensuite, lorsqu'on arrive à l'époque du Moyen-Âge, avec le chiffre des Templiers, là, l'objectif était différent. C'était pas dans un but de s'éviter de faire la guerre à d'autres personnes, mais plutôt pour éviter d'aller sur le bûcher ou de se faire ostratiser. Ils voulaient communiquer entre leurs différentes commanderies sans que pour autant l'Église ne prête attention à ce qu'ils font ou comprenne même l'étendue de leur message. Donc là, c'était vraiment un but religieux, plus qu'un but guerrier. Ensuite, quand on arrive à la Renaissance, l'objectif a encore changé, puisqu'on a eu l'arrivée du cadran d'Alberti dont je vous ai parlé, le premier système de substitution polyalphabétique. Et justement arrivé après, Johannes Trithemius, qui a créé ces multiples alphabets pour réduire des mots en une seule lettre, et qui a aussi créé une table de transposition de forme carrée, où il dispose l'alphabet sur les 4 côtés. Après est arrivé Giovan Battista Belazzo en Italie avec son traité de Chiffra, qui lui avait pour but de chiffrer plusieurs messages. Donc comme on a vu, il y avait le texte brut, qui était le texte à chiffrer, le mot de passe qui servait à déchiffrer le message, et ensuite le message chiffré tel qu'il correspondait au tableau qu'il avait établi. Et là, bien sûr, plus on avance dans le temps, plus on se rapproche de notre époque en quelque sorte, plus ça devient complexe. C'est pour ça que je vous encourage vivement à voir et à revoir tous les extraits vidéo que je vous ai diffusés avant ce passage. Et à cette époque-là, l'objectif, comme je disais, était bien différent. On n'est plus dans un contexte militaire, on est dans un contexte de discussion politique ou géopolitique. Donc vraiment, tout dépend du contexte de l'époque. Mais après, quand on arrive à partir du 19e siècle, la cryptographie revient en force dans le domaine militaire, avec notamment Étienne Basery, qui a déchiffré le chiffre de Louis XIV, le grand chiffre, et qui fut aussi appliqué par la suite, et qui notamment s'appuya sur les écrits de Auguste Kerckhoffs, qui a exposé ce qu'on appelle les 6 principes de Kerckhoffs, qui est une manière de comprendre aux personnes qui souhaitent créer un message de quelle manière il doit s'y prendre pour que ce soit à la fois simple et efficace. Alors ces 6 principes sont les suivants. Il faut que ce système
doit être mathématiquement indéchiffrable pour la personne qui l'intercepte. Il faut qu'il ne laisse pas apparaître le secret. Et donc, s'il arrive dans les mains ennemies, qu'il ne soit pas compris. Que la clé soit communiquée dans le message, c'est-à-dire qu'il ne faut pas écrire un message complémentaire en plus du message crypté pour l'interlocuteur. Qu'il soit applicable à la télégraphie. Ensuite, qu'il soit facilement transportable et que son déchiffrage puisse se faire uniquement via une seule personne et pas un groupe de personnes. Et enfin, qu'il soit d'usage facile, sans prise de tête ou avoir besoin de connaître une série de règles assez importante. Voilà à peu près sur l'étendue de l'histoire de la cryptographie et de la stéganographie que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, puisqu'après on arrive dans l'ère du numérique, notamment à partir des années 70-80, avec l'apparition du codage binaire dans les programmes informatiques. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais aborder dans cette vidéo, et surtout retenez ça, c'est important, que si j'ai décidé de réaliser cette vidéo, c'est pas uniquement en rapport à son intérêt historique, mais également parce qu'il y a un lien avec les connaissances que je partage dans mon livre et qui sont vraiment impressionnantes. Et en l'occurrence, c'est une manière pour moi de prouver que tout ce que j'explique dans mon livre a des antécédents historiques valables. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, ça a été un vrai plaisir de la tourner. Et je vous retrouve une prochaine fois pour la suite de mes cours de vidéo, puisque je pense pas que je vais retourner une longue vidéo avant assez longtemps, sur les nombres et les lettres. Et au revoir.